Chapitre 1. Une voix dans la salle des fêtes. C'était une belle matinée de septembre à Rose Hill, une de ces matinées qui semblaient annoncer plus de chaleur que ce que le mois permettait habituellement. Le soleil caressait doucement les toits de tuiles, les enfants couraient bruyamment le long de l'étroit chemin menant à l'école, et les petites maisons soignées étaient ornées de roses à floraison tardive, dont le parfum flottait paresseusement dans l'air. Le village lui-même possédait toute la dignité tranquille d'une paroisse anglaise. Des jardins ordonnés, une église modeste et la présence toujours vigilante du Women's Institute, dont les réunions, bien qu'apparemment consacrées à la confiture, au tricot ou aux améliorations de la paroisse, servaient en quelque sorte de tribunal officieux, où les nouvelles de quelque importance étaient solennellement examinées et transmises rapidement. C'est à la salle des fêtes ce matin-là que les paroissiens se sont réunis, attirés par la promesse d'un petit divertissement. Une série de lectures théâtrales avait été organisée par l'énergique Madame Amelia Harcourt, dont l'enthousiasme pour le théâtre était aussi débordant que sa force de persuasion. Les chaises étaient soigneusement alignées, la petite scène décorée de vases de dahlias et de chrysanthèmes. Parmi les invités, assise un peu à l'écart mais observant tout d'un œil calme, se trouvait mademoiselle Jane Marple de St. Mary Mead. Elle avait été invitée par sa vieille amie, madame Witherby, récemment installée à Rose Hill après la mort de son frère. La présence de mademoiselle Marple était considérée comme un honneur. Bien qu'elle ne fût plus jeune, ses manières, son intelligence et sa délicate écoute lui conféraient une influence discrète partout où elle allait. Les lectures commencèrent agréablement. Un jeune curé déclama Milton avec un enthousiasme surprenant, suivi de madame Harcourt elle-même, qui s'essaya à une scène assez tragique de Shakespeare, puis, avec grand plaisir, d'une écolière de 14 ans qui récita une pièce comique sur un chat espiègle. Les rires fusèrent dans la salle comme du thé en ébullition. C'est cependant la 4e représentation qui a laissé la trace la plus marquante de la journée. Un rideau avait été tiré à la hâte sur la scène, et le public fut informé que la pièce suivante serait lue anonymement. Les lumières s'éteignirent, et de derrière le velours délavé s'éleva une voix, basse, mélodieuse, curieusement convaincante. Difficile de dire si elle appartenait à un homme ou à une femme. La pièce elle-même était moderne, plutôt sombre, pleine de silences sombres et de menaces murmurées. Les gens s'agitaient sur leurs chaises, mal à l'aise. Madame Witherby serrait ses gants sur ses genoux, les sourcils froncés. La voix était hypnotique, persuasive et étrangement glaçante. À la fin, il n'y eut d'abord pas d'applaudissements polis. Seulement une pause, puis un battement de main confus. « Très étrange », murmura le colonel Appleton, assis juste en face de Miss Marple. « Ça m'a donné des frissons. » « En effet, » dit doucement Miss Marple, « on se rappelle qu'un rideau peut cacher bien plus qu'un artiste. » La remarque resta lettre morte, car madame Harcourt s'avançait déjà avec son sourire éclatant et autoritaire. « N'était-ce pas tout simplement splendide? Quel talent parmi nous !» s'exclama-t-elle. Mais lorsque le rideau se retira, la scène était vide. Celui qui avait lu la pièce était parti. Un flot de spéculations parcourut la salle. Qui était ce mystérieux lecteur? Pourquoi ce secret? Des suggestions et des contre-suggestions furent émises, certaines sur le ton de la plaisanterie, d'autres avec plus de mordant. La réunion se poursuivit, même si l'atmosphère ne retrouva jamais tout à fait sa gaieté d'antan. Ce n'est qu'une fois le rassemblement terminé et les villageois sortis par petits groupes que le véritable choc survint. Car dans l'étroit passage derrière la scène, où étaient rangés les manteaux et les cannes, le corps de M. Leonard Price, un avocat réputé à Rose Hill, fut découvert, gisant sur le sol. Il était tout à fait mort. Un cri aigu retentit, suivi de l'arrivée rapide du vicaire et du médecin local, tous deux pâles et pressés. Certains disaient qu'il y avait du sang, d'autres murmuraient que c'était du poison. Mais rien n'était certain dans ces premiers instants chaotiques. Miss Marple se tenait immobile sur le seuil, le regard perçant comme celui d'un moineau,
observant non seulement le corps, mais aussi les réactions de ceux qui l'entouraient. Elle remarqua la pâleur étrange de Madame Harcourt, les lèvres pincées du colonel Appleton, et la façon dont la jeune Madame Wilkins, l'épouse de la receveuse de poste, semblait incapable de détacher son regard du rideau. Et plus tard, lorsque la police arriva de Marlaycombe, rapide et efficace, Miss Marple s'appuya sur sa canne et murmura à Madame Wetherby : « J'ose dire, ma chère, que la voix que nous avons entendue derrière le rideau pourrait nous en dire bien plus que nous ne l'imaginons. » Chapitre 2. Chuchotement autour du thé. Le lendemain matin, la découverte du corps de M. Leonard Price était devenue le seul sujet de conversation à Rose Hill. On pouvait même dire que la nouvelle s'était répandue plus vite que le bruit du chariot de lait qui dévalait la rue à l'aube. Chaque foyer savait dès le petit déjeuner que le respectable notaire était mort, et chacun, lui aussi, s'était forgé une opinion bien arrêtée sur le pourquoi et le comment de la mort. Les boulangères ne parlaient guère d'autre chose en faisant la queue pour leur pain, tandis que les hommes devant le bureau de poste échangeaient leurs théories avec l'autorité solennelle de jurés. À Rose Hill, où la vie quotidienne offrait rarement plus que le léger drame d'un train en retard ou d'une caisse de moelle volée, l'apparition soudaine de la mort, violente, inexpliquée, avait un effet curieusement enivrant. Madame Wetherby, dont le cottage se trouvait à l'orée du pré, fut parmi les premières à recevoir des visiteurs. Elle avait à peine terminé son thé du matin que Madame Harcourt arriva, les joues rouges et la voix tremblante d'excitation à l'idée de raconter son calvaire. « Ma chère, je ne m'en remettrai jamais, » déclara-t-elle en s'installant lourdement dans le meilleur fauteuil. « Penser qu'une telle chose puisse arriver dans l'un des mondes des divertissements. Ce serait ma ruine absolue. Pauvre Monsieur Price, quelle perte tragique. Pourtant, entre nous, s'il n'a jamais été le gentleman qu'on aurait souhaité. » Miss Marple, qui avait passé la nuit à l'invitation de Madame Wetherby, tricotait tranquillement près de la fenêtre. Elle leva les yeux, l'air serein. « Vraiment, Madame Harcourt. Et pourquoi dites-vous cela ? » « Oh, on entend des choses, » dit Madame Harcourt d'un ton léger, mais ses yeux brillaient d'impatience. « Les affaires, vous savez. » Non pas que je prête attention au bavardage, mais je tiens de sources sûres que M. Price n'était pas universellement admiré. Bien au contraire, les questions d'argent, les testaments, les hypothèques, tout cela crée des inimitiés, et il pouvait se montrer extrêmement désagréable. Madame Wetherby renifla légèrement. « Je n'ai jamais apprécié son attitude envers ses employés, » dit-elle, plutôt autoritaire. « Je suppose qu'ils étaient terrifiés par lui. »« Peut-être, » murmura Miss Marple, ses aiguilles claquant régulièrement, « qu'un employé qui a été effrayé assez longtemps pourrait se sentir poussé à remédier à la situation. » Ses compagnons se tournèrent vers elle, surpris. Miss Marple sourit, un peu d'un air d'excuse, comme si elle avait dit quelque chose de déplacé. À midi, les ragots avaient pris de l'ampleur. Rose Hill Arms, le propriétaire se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir et informa ses clients que M. Price avait été vu la veille en train de se disputer violemment avec un client. Chez le boucher, Madame Dakin était certaine d'avoir entendu M. Price menacer de supprimer l'allocation d'une veuve. Au presbytère, Madame Wilkins répéta, pour la 3e fois, qu'elle entendait encore cette voix affreuse derrière le rideau. La police, quant à elle, avait réagi rapidement. L'inspecteur Graves, un homme corpulent et flamboyant de Marlaycombe, avait pris les choses en main. Il avait déjà déclaré le décès suspect, sans toutefois fournir de détails. Un agent de police avait été posté pour surveiller la salle, et l'enquête avait commencé sérieusement. Avant la tombée de la nuit, il était largement admis que la police s'était fait une opinion sur le coupable. « Il en a après ce jeune homme, George Atkins », annonça le colonel Appleton au bureau de tabac. « On dit qu'il s'est éclipsé pendant la représentation, et il avait un grief, une affaire d'hypothèque. Soyez-en sûrs, Graves a son homme. D'autres n'en étaient pas si sûrs. » Madame Dakin secoua la tête jusqu'à ce que son bonnet tremble. « George Atkins est peut-être colérique, mais il n'est pas rusé. Non, à mon avis,
C'était du poison, et cela pointe vers une femme. Croyez-moi, l'inspecteur Graves découvrira qu'il s'agit d'une épouse jalouse ou d'une femme abandonnée. Miss Marple, lorsque cela lui parvint, se contenta de remarquer que la nature humaine n'était pas si simple. « Il ne faut pas croire, dit-elle à madame Witherby au cours du dîner, que la colère est toujours forte. Elle peut être très douce, comme un rideau tiré sur une scène. » Le lendemain matin, Miss Marple fit une lente promenade dans le village. Sa canne frappait légèrement les pierres, tandis qu'elle s'arrêtait ici et là pour échanger quelques mots polis. Personne ne soupçonnait que ces questions douces dissimulaient une intention plus acerbe. L'institutrice lui apprit que M. Price avait été mal vu par les parents de plusieurs élèves. L'épicier lui apprit qu'il s'était disputé avec sa partenaire un mois plus tôt. Chaque information était glissée, comme un morceau de laine à tisser plus tard. Au bureau de poste, elle rencontra Madame Wilkins d'une pâleur inhabituelle. « Oh, Miss Marple, je ne l'oublierai jamais !» s'exclama-t-elle en joignant les mains. « Cette voix, elle m'a transpercée. Et quand ils ont tiré le rideau, plus rien, vide, c'était anormal. » Miss Marple l'observa d'un regard bienveillant. « Les voix peuvent être très révélatrices, ma chère, parfois même plus que les visages. » Madame Wilkins frissonna. « Je ne supporte pas d'y penser. » Cette nuit-là, tandis que les lampes brillaient dans les chaumières et que le village s'installait dans un silence pesant, Miss Marple était assise à la fenêtre de sa chambre, contemplant le verre éclairé par la lune. Elle pensait à la voix derrière le rideau, à M. Price étendu, recroquevillé et sans vie, et aux nombreux petits ressentiments et griefs qui lui étaient parvenus en une seule journée. La police était peut-être sûre de son suspect, mais les yeux de Miss Marple brillaient de la certitude que les choses étaient rarement ce qu'elles semblaient être. « La nature humaine se répète, » murmura-t-elle, « et derrière chaque rideau poli se cache toujours une scène où la vérité était répétée. » Et avec cette pensée, elle croisa les mains et ferma les yeux, sachant que demain apporterait encore plus de murmures, et peut-être un autre indice. Chapitre 3. Les plus petites choses. L'enquête était prévue pour la semaine suivante, mais en attendant, l'inspecteur Graves maintenait une présence solide à Rose Hill. Il n'était pas, pensa Miss Marple, avec une précision bienveillante, un homme inintelligent. Pourtant, il avait la fâcheuse qualité d'être certain de ses conclusions au moment même où l'incertitude aurait été la plus profitable. Il avait fixé son attention sur George Atkins, le fils du jeune fermier. George s'était effectivement échappé de la salle des fêtes pendant la représentation, et son caractère était notoirement irascible. Pour l'inspecteur Graves, ces deux faits formaient un tableau clair et net. Miss Marple, cependant, garda ses aiguilles à tricoter sur ses genoux et pensa au visage ouvert et plutôt ingénu du jeune homme. La colère, songea-t-elle, laisse des traces difficiles à dissimuler. La peur et la ruse, en revanche, se révèlent de manière bien différente. Le lendemain matin de la découverte, elle accompagna Madame Witherby au cimetière, soi-disant pour soigner les fleurs d'une tombe. En réalité, Mademoiselle Marple avait un objectif bien précis. Elle s'arrêta près de la haie, près de l'entrée arrière de la salle des fêtes, le regard rivé au sol. Quelques feuilles avaient été écrasées dans la terre humide, et de légères traces semblaient provenir d'une éraflure hâtive sur ses chaussures. Elle s'appuya légèrement sur sa canne pour examiner l'empreinte. Ni de grands pieds, ni de lourdes bottes. Quelque chose de plus étroit, de plus délicat. « Ma chère, » dit-elle doucement à Madame Witherby, « avez-vous remarqué à quel point la haie est devenue désordonnée ici ? » Quelqu'un attendait, je crois, plutôt nerveusement. Madame Witherby, qui ne voyait rien du tout, émit un murmure poli et se retourna vers ses dahlias. Plus tard dans la journée, la police recueillit les dépositions officielles dans la salle de classe. Miss Marple, par la simple astuce de tricoter dans un coin, fut autorisée à écouter. Les villageois racontèrent leurs souvenirs sur un ton oscillant entre une solennité tragique et une excitation haletante. Madame Harcourt a affirmé n'avoir rien entendu d'inhabituel jusqu'au cri.
Le colonel Appleton a raconté comment il avait remarqué M. Price quitter son siège pendant l'entr'acte. Madame Wilkins tremblait en évoquant à nouveau la voix. C'est là que Miss Marple capta le moindre intérêt. La femme du pasteur, une dame soignée et timide, mentionna que la lecture derrière le rideau avait été accompagnée d'une légère odeur de tabac. « Je l'ai remarqué tout de suite », dit-elle en rougissant légèrement. « Mon mari désapprouve qu'on fume dans le hall. » Personne d'autre ne semblait y attacher d'importance, mais les aiguilles de Miss Marple claquaient pensivement. Le tabac et la voix étaient des marques de caractère. Le lendemain, elle fit une autre observation. Passant devant le bureau du notaire sur High Street, elle vit le greffier, un jeune homme pâle nommé M. Jenkins, verrouiller soigneusement la porte. Ses mains tremblaient légèrement, et lorsque Miss Marple lui souhaita le « Bonjour », il sursauta si violemment que ses lunettes faillirent lui tomber du nez. Il balbutia quelque chose à propos de la situation financière chaotique et s'éloigna précipitamment, le visage rouge. La plupart auraient cru à une détresse naturelle face à la mort de son employeur. Miss Marple, cependant, se souvenait de l'expression de soulagement qui avait traversé son visage avant le retour de l'anxiété. Le soulagement n'est pas, pensait-elle, le compagnon habituel du chagrin. À la fin de la semaine, Rose Hill était divisée. La moitié du village croyait fermement à la culpabilité de George Atkins. L'autre moitié murmurait des intrigues plus sombres, évoquant des jalousies, des dettes secrètes et même des espions étrangers. Chaque théorie prenait de l'ampleur au fil des récits, brodés avec la délectation de ceux qui avaient rarement l'occasion de broder autre chose qu'un coussin. Et pendant tout ce temps, Miss Marple demeura silencieuse, observatrice, emmagasinant les détails comme des perles sur un fil. Elle remarqua que Madame Wilkins pâlissait de jour en jour, que le colonel Appleton évitait de mentionner la voix, et que Madame Harcourt cherchait désespérément à prouver que l'événement lui-même avait été un triomphe, malgré la tragédie. La nature humaine, elle le savait, ne pouvait s'empêcher de se révéler. Il suffisait de patience et de sagesse pour reconnaître que les plus petites choses, une empreinte de pas, une odeur, un tremblement de main, étaient souvent les guides les plus sûrs. Ce soir-là, assise près du feu avec son tricot, Miss Marple murmura à haute voix. « Il y a des secrets ici, oh oui, des secrets cachés derrière les rideaux, dans les bureaux, dans la façon même dont les gens parlent. La question n'est pas de savoir si M. Price avait des ennemis, c'est certain. La question, ma chère Jane, est de savoir lequel de ses ennemis craignait le plus sa voix. » Chapitre 4. Le mauvais homme. L'inspecteur Graves avait l'air satisfait de lui-même. Lorsque les cloches du dimanche sonnèrent à Rose Hill, ce n'était un secret pour personne que George Atkins avait été placé en garde à vue. La nouvelle se répandit comme une fumée portée par le vent, circulant de chaumière en chaumière avec incrédulité, satisfaction ou doute murmuré, selon l'humeur du narrateur. George était connu pour son caractère colérique. L'année précédente, il avait lancé un râteau à travers un pré lorsque son veau primé avait été disqualifié à la foire du comté. Il s'était violemment disputé avec M. Price au sujet d'une hypothèque sur les terres de son père. Et pire encore, plusieurs villageois juraient l'avoir vu s'éclipser de la salle pendant la mystérieuse lecture. « Oui, oui », a proclamé le colonel Appleton à la Rose Hill Arms Graves a raison. Ce garçon a toujours été impétueux. J'ai dit dès le départ que ce serait lui. Madame Dakin renifla sa tasse de thé. « Croyez-moi, colonel, vous êtes trop rapide. Ce garçon a des mains fortes, certes, mais pas une once de ruse. Du poison, dis-je. C'est toujours du poison quand on s'en doute le moins. » La discussion s'est poursuivie jusqu'à la fin, mais l'inspecteur Graves est resté inflexible dans sa conviction. « Nous avons le mobile, les moyens et l'opportunité, » a-t-il déclaré à quiconque le pressait. Et c'est tout. Pendant ce temps, Miss Marple était assise près du foyer de Madame Witherby, son tricot étalé sur ses genoux. Elle écoutait les bavardages du village comme un air joué sur un piano légèrement désaccordé. Chaque note comptait, chaque phrase discordante était mémorisée. « Ma chère Jane, » dit Madame Witherby avec anxiété, « pensez-vous que est George Atkins ?
Pauvre garçon, sa mère est dans une telle détresse. » Les yeux de Miss Marple pétillaient, non pas d'amusement, mais plutôt d'une tranquille certitude. « Je pense, ma chère, que l'inspecteur Graves a fait ce que font beaucoup d'hommes d'autorité. Il a choisi la solution la plus commode et l'a prise pour la vérité. » Mais il était vu en train de quitter la salle. Oh oui, mais il faut se demander pourquoi revenir si vite, et pourquoi à la vue de tous. Un homme coupable, Madame Witherby, préfère généralement l'ombre. Il ne retourne pas dans la lumière à moins de vouloir y être vu. Cet après-midi-là, Miss Marple s'aventura dans le chemin où se trouvait la maison de Madame Atkins. Elle trouva la pauvre femme en larmes, son tablier entre les mains. « On dit qu'il sera pendu pour ça, Miss Marple, » s'écria-t-elle. « Mais George ne ferait jamais une chose aussi horrible. Il est colérique, certes, mais méchant. Jamais. » George lui-même, assis, voûté sur la chaise de la cuisine, semblait plus déconcerté qu'effrayé. Son large visage était rouge de colère et de honte. « Ils pensent que je l'ai tué, » murmura-t-il. « Je suis sorti, c'est vrai. Je suis sorti prendre l'air. Cette voix, elle m'est rentrée dans la tête. Mais je suis revenu en moins de 5 minutes, je le jure. Et puis ils l'ont retrouvé. » Miss Marple posa doucement la main sur le bras de sa mère. « Dis-moi, George, » demanda-t-elle doucement, « as-tu remarqué que quelqu'un d'autre s'était éclipsé ?» George fronça les sourcils, cherchant désespérément ses souvenirs. « Je ne suis pas sûr. Le couloir était sombre. Mais j'ai cru, seulement cru remarquer, avoir vu quelqu'un bouger près du rideau avant de sortir. Une petite silhouette. Ça aurait pu être une femme. » Les aiguilles de Miss Marple cliquetaient dans son esprit aussi sûrement qu'elle le ferait plus tard dans ses mains. Une petite silhouette. Une femme. Quelqu'un qui pouvait être porteur de poison, qui pouvait compter sur les ombres et les rideaux plutôt que sur la force brute. Le lendemain matin, l'inspecteur Graves fit sa déclaration dans la salle de classe. « Nous tenons notre homme, » déclara-t-il d'une voix forte et satisfaite. « George Atkins sera inculpé. L'affaire est pratiquement close. » Il y eut un murmure d'assentiment, mais aussi une ou deux toux inquiètes. Madame Wilkins, pâle comme toujours, se tordait les mains et ne disait rien. Madame Harcourt qualifia cela de « scandale des plus épouvantables », mais exprima son soulagement face à la rapidité d'action de la police. Et Miss Marple, assise dans un coin avec son tricot, pencha la tête sur son ouvrage et sourit du plus léger des sourires. « Les affaires, pensa-t-elle, ne sont closes que lorsque la nature humaine cesse de se répéter. Et cela, je le crains, est peu probable à Rose Hill. » Chapitre 5. Derrière les rideaux polis. Bien que l'inspecteur Graves ait déclaré l'affaire réglée, Rose Hill n'était pas en paix. L'arrestation de George Atkins avait plutôt aiguisé les langues et intensifié les murmures, car rien ne réjouit autant un village que de contester l'autorité, surtout lorsque cette autorité est un policier de Marlécombe qui parle trop fort et écoute trop peu. Madame Harcourt insistait sur le fait que c'était une affaire épouvantable, mais confiait à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné George d'avoir un côté sombre. Le colonel Appleton jurait que le garçon avait tout l'étoffe d'un criminel. Pourtant, dans les cuisines et les salons, le ton était différent. On commençait à se souvenir de querelles, de dettes ou de rebuffades impliquant M. Price. Un après-midi, Miss Marple était assise tranquillement dans le salon du presbytère, invitée à prendre le thé par Madame Anstrutter, l'épouse du pasteur. La conversation se tourna, comme inévitablement, vers feu M. Price. « Il n'était pas aimé, Miss Marple, » admit Madame Anstrutter de sa voix douce. « J'ose dire qu'il ne faut pas médire des morts, mais il était dur avec les gens. Le mois dernier, il a menacé de faire valoir l'hypothèque du cottage de la pauvre Madame Ellis, et il s'est disputé avec le colonel Appleton à propos d'une haie de clôture. Il semblait se faire des ennemis partout où il allait. » Miss Marple remuait doucement son thé. « Oui, » murmura-t-elle, « c'est vraiment dommage qu'un homme confonde autorité et amitié. On se souvient bien plus de la méchanceté que de la courtoisie. » Madame Anstrutter hésita, puis se pencha. Il y avait
D'autres choses aussi. On l'a vu à Marleycombe, en compagnie d'une autre femme. Ça a fait beaucoup parler. Les yeux bleu pâle de Miss Marple se levèrent. « Oh, c'est intéressant. » La révélation suivante eut lieu curieusement chez l'épicier. Miss Marple, son panier au bras, écoutait M. Jenkins, le jeune employé nerveux du bureau de Price, tenter maladroitement de défendre son ancien employeur. « Monsieur Price était un homme bien, dit-il trop vite, cherchant maladroitement sa monnaie. Il payait toujours ses employés, équitablement. Toujours juste. Voilà ce qu'il était. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Je suis sûr qu'il pourrait être juste, monsieur Jenkins. Mais la justice, vous savez, c'est une question d'opinion. Et vous semblez, pardonnez-moi, un peu inquiet. » Le jeune homme rougit. « Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, Miss Marple. Absolument rien. » Il laissa tomber un demi-penny et se pencha pour l'attraper, les mains tremblantes. Dehors, Madame Dakin attrapa Mademoiselle Marple par le bras. « Savez-vous, ma chère, j'ai entendu dire que M. Jenkins était constamment réprimandé. Certains disent mais que Price l'a gardé uniquement parce qu'il en savait trop. En affaires, vous comprenez, on dit des choses sur les testaments, des choses secrètes. » Miss Marple a caché le commentaire comme un autre point dans son modèle en constante évolution. Ce soir-là, une visiteuse arriva à l'improviste au cottage de Madame Wetherby. Madame Wilkins, la femme de la maîtresse de poste, pâle et tremblante comme toujours. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, « mais je dois le dire à quelqu'un. Voyez-vous, Miss Marple, j'ai connu Léonard Price avant de me marier. Il me prêtait attention. Mes parents me l'interdisaient, bien sûr. Il était plus âgé et ne me convenait pas. Mais après, il ne m'a jamais pardonné. Quand il venait à la poste, il faisait des remarques. Et une fois, il a dit qu'il pouvait me ruiner s'il le voulait. » Miss Marple écoutait avec une douceur parfaite. Elle ne posait aucune question indiscrète, murmurant seulement que cela avait dû être très désagréable. Pourtant, intérieurement, elle pensait « Voilà une autre ombre, un autre fil de peur et de ressentiment tissé dans ce schéma. » À la fin de la semaine, Rose Hill était en proie à des soupçons et à des histoires chuchotées. Certains parlaient de chantage financier, d'autres de femmes jalouses. Quelques-uns même murmuraient des choses politiques. Price avait des affaires à Londres, des gens louches, vous me comprenez. Miss Marple tricotait calmement tout cela, ses aiguilles cliquetant à un rythme tranquille. À Madame Wetherby, elle dit « C'est curieux, ma chère, de voir comment, dans de petits endroits, les gens vivent si près les uns des autres, et pourtant si loin. Rideaux, portes, haies, tout cela est ténu. Les secrets, en revanche, sont bien plus épais, et M. Price semble en avoir laissé beaucoup derrière lui. » Chapitre 6. Une seconde ombre. Le dimanche soir était empreint d'un profond malaise. Bien que George Atkins fût toujours en détention, l'appétit des villageois pour les ragots n'avait pas diminué. Il s'était même accru. Certains déclaraient que le garçon était condamné, d'autres murmuraient des choses que la police ignorait encore. Le cimetière, la place et même les bancs de l'église bourdonnaient de spéculations. Miss Marple, cependant, était inhabituellement silencieuse. Ses aiguilles bougeaient à un rythme régulier, mais ses pensées étaient ailleurs. L'arrestation de George la troublait profondément, non pas parce qu'elle le croyait incapable de colère, mais parce que la colère, d'après son expérience, se dissimulait rarement de manière aussi délibérée. Le meurtre, elle le savait, n'était pas toujours un acte passionnel, mais un acte calculé. Le coup de théâtre est arrivé tard dans la nuit. La femme de chambre de Madame Wetherby, traversant précipitamment la pelouse avec un message, tomba sur une étrange vision près de la porte de la salle des fêtes. Là, sur le seuil, se trouvait un petit carré de papier plié. C'était curieux uniquement parce que la salle était fermée à clé et gardée depuis la mort de M. Price. Lorsque la servante le donna à sa maîtresse, qui à son tour l'apporta immédiatement à Miss Marple, la signification devint terriblement claire. La note ne contenait que quelques mots, écrits d'une écriture forte et penchée. La voix parlera à nouveau. Au matin, le village était en émoi.
Certains disaient qu'il s'agissait d'un canular cruel, destiné à effrayer. D'autres juraient qu'il devait être lié au crime. La voix, cette présence mystérieuse et désincarnée derrière le rideau, revenait alors comme un spectre dans leurs esprits, hantant chaque conversation. L'inspecteur Graves ricana lorsqu'on lui montra le mot. N'importe quoi, une farce. Les garçons sont toujours des garçons. Pourtant, son visage exubérant paraissait moins confiant que d'habitude. Il ordonna que le hall soit fouillé de fond en comble, mais rien de suspect ne fut découvert. Miss Marple, tenant délicatement le papier entre ses doigts, étudia l'écriture penchée. « Une main qui a écrit à la hâte, » murmura-t-elle, « et une main habituée à l'autorité. Pas du tout une main de garçon. » Ce soir-là, la tournure des événements se transforma en peur, car pendant les vêpres, alors que l'assemblée priait silencieusement, un bruit sourd, glaçant, inimitable, parvint du fond de l'église. C'était la même voix qui avait parlé derrière le rideau. Cette fois, il ne prononça pas de mots entiers, seulement quelques syllabes obsédantes, comme l'écho d'un message inachevé. Le vicaire hésita au milieu d'une phrase. Les enfants de chœur pâlirent, et madame Harcourt faillit s'évanouir sur son banc. Lorsque plusieurs hommes se précipitèrent vers l'arrière de l'église, l'endroit était vide. Seule une légère trace de tabac flottait dans l'air. L'effet sur le village fut immédiat. Si George Atkins s'était enfermé dans les cellules de Marleycombe, alors qui, ou quoi, avait parlé derrière eux? Le colonel Appleton fanfaronnait à propos des ventriloques. Madame Dakin parlait à voix basse de fantômes. Madame Wilkins pleurait ouvertement, déclarant que les morts ne trouveraient pas le repos. Mais Miss Marple, immobile dans son coin, ne pensait pas aux fantômes, mais aux inventions humaines. Une voix pouvait être cachée, portée, déformée. Une main pouvait écrire une note. Et derrière tout cela se cachait le schéma constant de la nature humaine. Ressentiment, peur et ambition bien plus dangereux que les apparitions. Elle joignit les mains et murmura « George Atkins est innocent. » Et maintenant, la vraie pièce commence. Chapitre 7. Les fils commencent à se défaire. Le lendemain matin, après la mystérieuse voix dans l'église, Rose Hill semblait enveloppée d'une sorte de silence nerveux. Les rideaux tremblaient plus fréquemment, et les gens ne sortaient que pour chuchoter rapidement avec leurs voisins avant de se retirer. La peur s'était mêlée au ragot, et le village ressemblait moins à un assemblage de chaumières douillettes qu'à une scène de théâtre, où chacun connaissait son texte, mais personne n'osait le prononcer à voix haute. L'inspecteur Graves, le visage rouge et sur la défensive, déclara qu'il s'agissait d'une farce enfantine. Pourtant, les villageois n'étaient pas rassurés, car George Atkins ne pouvait pas être la voix, enfermé comme il l'était dans les cellules de Marleycombe. Si ce n'était pas George, alors qui? Miss Marple, poursuivant sa promenade constitutionnelle avec une dignité tranquille, ne prit pas la peine de débattre de la question. Elle s'arrêta d'abord à la poste. Madame Wilkins l'accueillit avec un sourire tremblant. Ses mains voltigeaient parmi les piles d'enveloppes, mais aucune ne risquait de tomber. « Je suis complètement hors de moi, Miss Marple, » dit-elle à voix basse. « 2 fois déjà, cette voix affreuse. J'ai du mal à dormir rien qu'à y penser. Mon mari dit que c'est le stress, mais je jure qu'il y a quelque chose d'anormal à l'œuvre. » Miss Marple l'observa avec douceur. « Les nerfs, ma chère, sont des choses très naturelles. Ils nous font voir des ombres plus grandes qu'elles ne le sont. Mais parfois, ils nous indiquent aussi où regarder. » Les yeux de Madame Wilkins se rempliraient de larmes. « Vous ne pensez pas que c'est un avertissement, que cela se reproduira ?» Miss Marple lui tapota la main. « Les avertissements sont bien plus souvent donnés par les vivants que par les morts. » Du bureau de poste, elle se rendit au bureau fermé du notaire, où elle trouva le jeune monsieur Jenkins en train de se débattre avec une clé. « Vous devez trouver cela difficile de vous débrouiller seul, » observa Miss Marple. L'employé rougit. « Oh oui, très difficile. Des papiers partout, aucun ordre. Monsieur Price. » Il s'interrompit, les lèvres pincées. « Oui ?» demanda doucement Miss Marple.
M. Jenkins s'agita, mal à l'aise, seulement qu'il était méticuleux avec ses documents. Très méticuleux. Il n'aimait pas que les autres sachent à quel point il gardait privé. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Les secrets, monsieur Jenkins, sont un lourd fardeau, parfois plus lourd que la tenue de compte. Il ne dit rien, mais elle vit ses mains trembler tandis qu'il rassemblait les dossiers. Sa visite suivante fut auprès du colonel Appleton, qui taillait ses rosiers avec une vigueur inutile. « Vous avez entendu Graves, bien sûr, » dit-il d'un ton bourru. « Ce type pense toujours que c'est George Atkins. C'est absurde, à mon avis. Pourtant, on ne peut pas laisser les gens croire que Rose Hill est un lieu sans foi ni loi. » Miss Marple admira poliment les roses avant de dire « Je crois comprendre que vous et M. Price aviez une divergence d'opinion concernant une haie. » Le colonel sursauta, coupa trop fort et marmonna quelque chose d'indistinct. « Des limites, des broutilles. Pas vraiment une raison pour un meurtre, hein ?» Miss Marple sourit. « La nature humaine, colonel, considère rarement les broutilles comme des broutilles. Pour l'un, une haie peut n'être rien. Pour l'autre, ce peut être une question d'honneur. J'ai constaté que ces choses sont rarement aussi insignifiantes qu'elles le paraissent. » Dans l'après-midi, Miss Marple s'était arrêtée au Rose Hill Arms, où Madame Dakin s'exprimait avec enthousiasme devant un public enthousiaste. C'était du poison, vous pouvez en être sûr. Je l'ai dit dès le début. J'imagine que quelqu'un en a glissé dans son verre pendant la représentation. Les femmes sont douées pour ce genre de choses. Regardez l'histoire, les Borgia et tout ça. En effet, murmura Miss Marple lorsqu'elle fut attirée dans le cercle. Le poison est une méthode très discrète. Elle exige de la patience, de la prévoyance et une main sûre. On ne peut pas imaginer de telles choses accomplies par un jeune fermier impétueux, n'est-ce pas? Le groupe hocha la tête pensivement, et un murmure d'approbation passa parmi eux. Ce soir-là, lorsque Miss Marple retourna au salon de Madame Witherby, son tricot intact reposait sur ses genoux. Elle contemplait le feu, son esprit ressassant les conversations de la journée. Elle avait vu la peur dans le regard de Madame Wilkins, la culpabilité dans les mains de Jenkins, l'esquive dans les paroles du colonel. Chacun, à sa manière, était un fil, et lorsque les fils sont rassemblés et resserrés, ils forment un motif. Le problème avec les motifs, se murmura-t-elle, c'est qu'on ne les voit jamais tant que l'image n'est pas claire. Mais il faut regarder de très près les premiers points. C'est là que se cache la vérité. Chapitre 8. Fils tiré des serrés. Les jours qui suivirent la voie à l'église furent difficiles. Rose Hill ne bourdonnait plus de ragots ordinaires, mais de murmures empreints d'une certaine appréhension. La maîtresse de poste envoya son neveu fermer la boutique au crépuscule, plutôt que de le faire elle-même, et Madame Harcourt insista pour que sa femme de chambre l'accompagne chaque fois qu'elle traversait la verdure. Le village, autrefois si joyeux et trivial, semblait désormais glacial, même au soleil. L'inspecteur Graves trépignait, l'irritation grandissante. « Le garçon est coupable », répétait-il à chaque instant. « Je ne me laisserai pas tromper par les histoires de fantômes et de voix du village. » Pourtant, même lui ne parvenait pas à expliquer le second incident. Ses patrouilles redoublèrent, son froncement de sourcils s'accentua, mais sa certitude ne rassura pas Rose Hill. Miss Marple, quant à elle, poursuivait sa propre voie. Elle n'insistait jamais directement, n'accusait jamais. Elle posait plutôt des questions apparemment anodines et écoutait avec cette attention douce qui faisait oublier même aux orateurs les plus réservés. Son premier arrêt fut la maison de Madame Harcourt, où la dame la reçut avec un air de triomphe. « Ma chère Miss Marple, je sens que le village compte sur moi dans cette crise. Après tout, c'était mon événement, ma scène, mon rideau. Un terrible fardeau, mais je le porte courageusement. En effet, acquiesça Miss Marple, ses aiguilles clignotant sans interruption. Je me demande cependant, Madame Harcourt, si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir-là, hormis la représentation elle-même. Madame Harcourt pinça les lèvres. Rien du tout. Sauf, bien sûr, l'odeur du tabac. Je ne supporte pas de fumer dans les lieux publics.
Ah oui, le tabac. Étrange, n'est-ce pas, qu'il soit resté près du rideau? On imagine que le lecteur aurait préféré le cacher. Je pense que vous auriez deviné le coupable, puisque vous connaissez si bien les habitudes de Rose Hill. Les yeux de madame Harcourt vacillèrent. Eh bien, il y a des messieurs qui fument, bien sûr. Le colonel, le curé et même M. Jenkins peut-être. Mais on ne soupçonnerait guère. Sa voix s'interrompit, réalisant qu'elle avait dit plus que prévu. Miss Marple sourit poliment et parla de Chrysanthème. Au bureau de poste, elle retrouva madame Wilkins. La pauvre femme semblait plus maigre, les mains agitées. « Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas vous rendre malade, » lui dit gentiment Miss Marple. « Je n'arrive pas à croire que cette voix ait voulu vous faire du mal. » Madame Wilkins halta. « Moi? Pourquoi dis-tu ça? » « Oh, seulement parce que tu avais l'air profondément marqué ce soir-là dans le hall. Transpercé, si je puis dire. Presque comme si tu avais reconnu quelque chose. » Madame Wilkins devint pâle comme du lait. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Bien sûr que non, ma chère. On ignore souvent ce qu'on sait, jusqu'au moment où il le faut. » Sa rencontre la plus curieuse fut avec le colonel Appleton, qu'elle trouva un après-midi en train de polir son argenterie. « Quel fléau! Tout ça, aboya-t-il. Le village est sur les nerfs. Mon jardinier jure avoir entendu la voix près des écuries, hier soir. Quel non-sens! » Miss Marple admira l'éclat de la théière avant de remarquer. « Il est difficile, j'ose le dire, d'entendre une voix que l'on connaît déjà. Reconnaître est une chose délicate. Une moitié pense que c'est impossible. L'autre moitié en est certaine. » Le colonel ralentit son affûtage. « Une reconnaissance, hein? Enfin, je ne saurais dire. Ça me semblait théâtral, comme si quelqu'un jouait. »« Ah, dit Miss Marple, mais le théâtre, colonel, c'est toujours un masque, et un masque est très utile à ceux qui ont peur d'être connus. » Le colonel toussa, polit vivement et changea de sujet. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu de madame Weatherby, son tricot inactif. Elle repensait aux conversations de la journée. Chaque villageois avait laissé échapper un fil. L'empressement de madame Harcourt a dissipé les soupçons, la peur d'être reconnue de madame Wilkins, l'étrange souci du colonel pour sa performance. « Les secrets ne sont pas silencieux, » murmura-t-elle. « Ils bruissent et murmurent, comme des rideaux tirés à la hâte. Il suffit d'écouter, et ils racontent leur histoire. » Chapitre 9. La lettre cachée. Le soleil de septembre brillait de mille feux le lendemain matin, mais Rose Hill demeurait sous le poids de son inquiétude. Les cloches de l'église sonnaient trop solennellement, les magasins ouvraient tard, et même les enfants, habituellement bruyants dans la ruelle, jouaient avec un calme inhabituel. Miss Marple avait à peine terminé son thé du matin que le jeune monsieur Jenkins, l'ancien commis de monsieur Price, arriva à la porte de madame Witherby. Il était pâle et ses mains s'agitaient avec son chapeau, comme s'il risquait de lui échapper à tout moment. « Je ne sais pas trop quoi faire, » balbutia-t-il. « Mais je me suis dit, Miss Marple, que vous étiez sage, si je puis dire. Et, eh bien, ceci est arrivé au bureau aujourd'hui. » Il sortit de sa poche une enveloppe usée sur les bords. Miss Marple la prit délicatement, observant la main penchée et audacieuse sur le devant. À ouvrir en cas de décès. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Les mots étaient peu nombreux, mais chargés de sens. Certains à Rose Hill voudraient me faire taire. S'il m'arrivait quelque chose, la vérité se trouverait dans l'affaire du domaine d'Hastings et dans la voix qui parle trop bien. C'était signé Leonard Price. Madame Weatherby laissa échapper un petit cri. Voilà la preuve. Ce n'était pas un accident. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur la page. En effet, et plus que la preuve d'un meurtre, la preuve que M. Price se savait en danger. La succession Hastings. Voilà sans doute l'héritage contesté l'année dernière, celui dont on murmurait l'existence à la mort du pauvre vieux Sir Reginald. Une fortune en litige. M. Jenkins tordit son chapeau d'un air misérable. M. Price était l'exécuteur testamentaire.
Il y a eu des disputes, oui, de terribles disputes. Le colonel Appleton était impliqué, ainsi que madame Harcourt, d'une manière ou d'une autre. Mais il ne m'a jamais donné de détails. Il gardait certains documents sous clé. Miss Marple hocha lentement la tête. Et maintenant, nous comprenons pourquoi les secrets pesaient si lourd. Une propriété, des querelles, des papiers cachés, et plus curieux encore, une voix qui parle trop bien. La nouvelle de la lettre, une fois murmurée à une ou deux personnes, se répandit comme une étincelle le long des haies sèches. L'après-midi, tout le village bourdonnait de nouvelles spéculations. Madame Dakin jura que la succession Hastings avait été spoliée. Madame Anstrutter murmura qu'il y avait des héritiers illégitimes. Le colonel devint rouge comme une tomate et insista sur le fait que son intervention était purement consultative. Madame Harcourt s'irrita et déclara ne pas s'intéresser aux héritages sordides des autres. Mais Miss Marple remarqua que Madame Wilkins évitait complètement le sujet, les yeux baissés chaque fois que le domaine était mentionné. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement, la lettre étalée sur ses genoux. Les mots semblaient d'y presque parler à voix haute dans le silence du salon. La voix qui parle trop bien. Elle se souvenait de la performance en coulisses, le ton mesuré, posé, presque professionnel, une voix cultivée, sans naturel, et elle se souvenait aussi de la légère odeur de tabac, de la dureté des manières de Madame Harcourt, du lapsus du colonel concernant sa performance. C'était un nœud, encore emmêlé, mais les fils devenaient le plus clairs. La nature humaine, se murmura Miss Marple, ne se dissimule pas aussi habilement qu'elle le croit. La vanité, la peur et la cupidité, elles pointent toujours leur nez dans les recoins. Et tandis que ses aiguilles à tricoter cliquetaient à nouveau, elle sentit que le motif commençait enfin à prendre forme. Chapitre 10. Un geste désespéré. La découverte de la lettre de M. Price avait plus profondément perturbé Rose Hill que toutes les déclarations de l'inspecteur Graves. Voici enfin le témoignage du défunt, vague certes, mais suffisant pour suggérer un dessein et un danger. Les rumeurs sur les motivations devinrent plus fortes, plus vives. On ne chuchotait plus derrière les rideaux tirés, mais on spéculait ouvertement dans les ruelles. George Atkins, toujours détenu à Marleycombe, était presque oublié. Sa prétendue culpabilité ne satisfaisait plus le village. Car si l'ancien notaire avait parlé de certaines personnes à Rose Hill, l'affaire était sans doute plus vaste et plus périlleuse que le caractère d'un jeune homme. Cette nuit-là, un nouveau choc est arrivé. Madame Wilkins, de retour d'une course tardive, venait d'atteindre l'étroite ruelle derrière la poste lorsqu'elle entendit un pas derrière elle. Elle se retourna et ne vit rien. Puis, avant qu'elle puisse bouger, quelque chose lui effleura le bras. Une main? Un manteau? Elle n'en était pas sûre. Mais l'instant d'après, une voix siffla près de son oreille. « Tais-toi, ou tu le rejoindras. » Elle poussa un cri perçant, trébucha et tomba contre la haie. Lorsque les voisins se précipitèrent dehors, elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine parler. Ceux qui l'avaient dû menacer avaient disparu dans la nuit. L'incident s'est propagé à Rose Hill à l'aube. La preuve, s'il en fallait une, s'écria Madame Dakin, que le meurtrier marche toujours parmi nous. Le colonel Appleton a qualifié l'incident d'hystérie, bien qu'on l'ait vu verrouiller le portail de son jardin avec un soin inhabituel. Madame Harcourt, serrant ses perles dans ses mains, a annoncé qu'elle n'assisterait plus à une autre cérémonie paroissiale, tant que le malfaiteur n'aurait pas été arrêté. L'inspecteur Graves devint plus rouge que jamais. Un tour, une farce, insista-t-il. Cette femme se donne des idées. Pourtant, il désigna un agent de police pour patrouiller près du bureau de poste la nuit. Miss Marple, écoutant tranquillement, ne dit rien. Mais ses yeux brillaient. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Wilkins, qui était assise pâle et en larmes dans son salon. « Ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « cela a dû être très effrayant. » Madame Wilkins serra sa main. C'était la même voix, la même, basse et terrible. « Oh, Miss Marple, pourquoi moi? Qu'ai-je fait? »
Miss Marple l'observa avec douceur. « Peut-être, ma chère, ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, mais ce que vous savez, ou ce que quelqu'un craint que vous ne vous rappeliez. » Madame Wilkins parut bouleversée. « Mais je ne sais rien, absolument rien. » Miss Marple lui tapota simplement la main et dit doucement. « Nous en savons souvent plus que nous ne le pensons. » Ce soir-là, près du feu du cottage de Madame Weatherby, Mademoiselle Marple réfléchissait aux événements de la journée. Une voix dans l'église, une lettre désignant le domaine Hastings, et maintenant une menace de réduire au silence une femme déjà tremblante de peur. Le schéma n'était plus flou. Quelqu'un à Rose Hill craignait d'être démasqué, suffisamment pour risquer un second crime. « Le désespoir, » murmura Miss Marple, « est une qualité des plus dangereuses. Quand les gens ont peur d'être démasqués, ils sont prêts à tout, et c'est peut-être là qu'ils se révèlent le plus ouvertement. » Elle posa son tricot et contempla le feu, comme si les flammes pouvaient lui murmurer la vérité. Le tueur avait enfin dévoilé son jeu, et Miss Marple, patiente comme toujours, était prête à attendre que la dernière maille soit parfaitement cousue. Chapitre 11. Conversation dans les pièges. Le lendemain de la frayeur de Madame Wilkins, l'inspecteur Graves rassembla une petite foule devant la salle des fêtes. Sa moustache se hérissait, sa voix résonnait comme celle d'un sergent à la parade. « Les preuves sont évidentes, » a-t-il déclaré. « La note a été placée, la voix manipulée, et l'incident avec Madame Wilkins n'était qu'un caprice. Notre prisonnier, George Atkins, reste le principal suspect. Il sera jugé prochainement. » Un murmure s'éleva parmi les villageois, mais ce n'était pas un signe d'accord. Miss Marple, silencieuse au bord de la foule, observait les regards rapides échangés. La peur persistait dans leurs yeux, une peur que l'inspecteur Graves ne parvenait pas à effacer avec ses déclarations assurées. Miss Marple a commencé son travail à sa manière, non pas en posant des questions directes, mais en écoutant, en posant des fils comme on placerait des miettes pour un oiseau. Sa première visite fut chez Madame Harcourt. Elle fit l'éloge des dahlias de la dame, admira les rideaux du salon, et une fois son hôtesse à l'aise, lui dit avec un doux sourire « Quelle chance vous avez, Madame Harcourt, d'avoir une si belle voix lors des spectacles du village. J'ose dire que c'est un don que peu de gens possèdent. » Madame Harcourt sursauta, sa tasse de thé cliquetant contre sa soucoupe. « Oh, ma chère Miss Marple, vous me flattez. Je chante à peine ces temps-ci. » « Mais une voix exercée reste exercée, » dit Miss Marple avec douceur. « On ne perd jamais tout à fait le pouvoir de projection. C'est un peu comme faire du vélo. On ne le fait peut-être pas souvent, mais le talent est là, prêt à l'emploi. » Madame Harcourt rougit, parla trop vite des roses et ne croisa plus jamais le regard de Miss Marple. Sa visite suivante fut celle du colonel Appleton, qu'elle trouva en train de lire le journal avec une intensité inhabituelle. « Je suis sûre, colonel, » commença Miss Marple, « que vous serez soulagé quand tout cela sera derrière nous. Un meurtre au village est une affaire tellement désagréable. »« Déplaisant, en effet, » grogna le colonel. « Pourtant, je l'ai dit dès le début, c'est Atkins, clairement. »« Ah, » dit Miss Marple doucement, « mais la lumière du jour peut parfois révéler des choses erronées. Vous ne trouvez pas ? Les ombres révèlent souvent la vérité. » Le journal du colonel bruissait. Superstition absurde, Miss Marple. Elle pencha la tête, son sourire parfaitement plaisant. Bien sûr. Pourtant, vous avez parlé de performance l'autre jour, n'est-ce pas? Curieux choix de mots. Peu de gens qualifieraient une lecture de cette façon, à moins d'avoir eux-mêmes quelques notions de théâtre. Le colonel toussa, marmonna quelque chose à propos des théâtres militaires, et a changé de sujet pour parler de politique avec une hâte inhabituelle. Au bureau de poste, Miss Marple trouva Madame Wilkins pâle, mais déterminée à poursuivre son travail. Elle demanda un timbre d'un demi-penny, admira la disposition soignée des enveloppes, puis observa avec douceur. « Comme cela doit être éprouvant pour toi, ma chère, d'entendre quotidiennement cette voix te rappeler. On pourrait presque croire qu'elle t'est destinée. » Madame Wilkins tremblait tellement qu'elle laissa tomber le timbre. « Oh non, Miss Marple, vraiment pas. » « Pourquoi ?
Le regard de Miss Marple était bienveillant. Peut-être parce que vous savez quelque chose que vous ne souhaitez pas encore révéler. Mais les secrets, j'ai constaté, restent rarement cachés. Ils ont tendance à filer, comme des lettres à travers une enveloppe déchirée. Madame Wilkins se mordit la lèvre, les yeux remplis de larmes. « Je ne peux pas, je n'ose pas. » Mais elle n'en dit pas plus. Ce soir-là, Miss Marple retourna au salon de Madame Witherby, où le feu crépitait et les ombres s'allongeaient. Elle posa son tricot et joignit les mains. « Ils commencent à se montrer, ma chère, » dit-elle doucement. « Chacun à sa manière. La culpabilité, la peur, la vanité. Un meurtrier peut se cacher derrière des rideaux, mais jamais derrière la nature humaine. Et je crois que c'est la nature humaine qui tire le rideau pour moi. » Madame Wetherby frissonna. « Vous voulez dire que vous savez qui c'est ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Pas encore. Mais le patron est presque terminé. Il ne reste plus qu'un point. » Chapitre 12. Le point final. L'air de Rose Hill était devenu tendu, comme si les haies et les chaumières elles-mêmes retenaient leur souffle. Les gens se hâtaient dans les ruelles, les yeux détournés, les portes fermées plus tôt que d'habitude, et même les enfants jouaient à voix basse. Les rumeurs ne suffisaient plus, le village aspirait à une résolution. L'inspecteur Graves, exaspéré, continuait d'insister sur la culpabilité de George Atkins, même si de moins en moins d'auditeurs l'écoutaient. Sa certitude semblait croître proportionnellement aux doutes des autres. Miss Marple, cependant, n'avait aucun doute, seulement le sentiment qu'il restait un détail supplémentaire, une petite pièce révélatrice du puzzle. Cela arrivait, comme c'était souvent le cas, dans les moments les plus ordinaires. Elle visitait le presbytère où Madame Anstrutter avait disposé des catalogues de semences pour les semis de printemps. Tandis qu'elle se penchait sur les pages consacrées au delphinium et au pois de senteur, mademoiselle Marple remarqua l'étrange bruit de la voix dans l'église. « C'est si curieux de parler dans un tel endroit, » dit-elle doucement, « et si bien projeté aussi. On ne trouve pas de telles voix dans tous les villages. » Madame Anstrutter hocha la tête distraitement. « En effet, et c'était si familier d'une certaine manière. Je ne me souviens plus où je l'ai déjà entendu. Mais cela me rappelait ces soirées où Madame Harcourt récitait, où le colonel Appleton insistait pour lire les leçons, si retentissantes, vous savez. » Miss Marple sourit. « Ah oui, une projection. Mais la voix dans l'église n'était pas retentissante, n'est-ce pas? Elle était entraînée, modelée, comme si on avait appris à dissimuler son timbre naturel. » Madame Anstrutter parut surprise. Mais avant qu'elle puisse répondre, sa femme de chambre entra avec un plateau. Dessus se trouvait une lettre, récemment remise en main propre. L'enveloppe était ordinaire, mais le regard de Miss Marple s'éclaira aussitôt. L'écriture, épaisse et penchée, était la même qu'elle avait vue sur le billet inquiétant de M. Price. Pourtant, ce n'était pas l'écriture de Leonard Price. La lettre était adressée au vicaire. « Monsieur, il serait imprudent de poursuivre l'enquête sur les affaires de M. Price. Pour votre sécurité, gardez le silence. » Madame Anstrutter haleta. « Eh bien, quelle horreur! Qui a bien pu laisser ça ?» Miss Marple, prenant délicatement l'enveloppe, remarqua une légère trace de cendre de tabac sur le coin. « Qui donc ?» murmura-t-elle. « À moins, bien sûr, que ce soit quelqu'un qui ne cesse de performer, même à l'encre. » Ce soir-là, Miss Marple déposa les 2 notes côte à côte dans le salon de Madame Wetherby. L'écriture était parfaitement assortie, mais son style penché et théâtral n'était pas celui d'un avocat habitué aux documents juridiques. Il appartenait à quelqu'un qui appréciait les fioritures, qui ne pouvait résister à une touche dramatique, même lorsqu'il envoyait des menaces. Elle pensait à l'empressement de Madame Harcourt à attirer l'attention, aux éludes fanfaronnes du colonel Appleton, à la peur tremblante de Madame Wilkins. Elle pensait au domaine Hastings, aux querelles, à l'héritage mêlé d'orgueil et de vanité. Et puis elle sourit, le sourire doux et satisfait de quelqu'un qui a enfin vu le schéma entier révélé. « Le rideau, » murmura-t-elle, « est prêt à être tiré. » Chapitre 13. Le rideau tombe.
Miss Marple, ayant rassemblé les derniers éléments, avança avec une assurance sereine. Elle savait par expérience qu'un meurtrier avoue rarement de son plein gré. Il faut imaginer les conditions dans lesquelles la vanité, la peur ou l'orgueil le trahiront. Elle suggéra donc, très gentiment à Madame Weatherby, que les villageois se rassemblent à nouveau dans la salle. L'excuse était simple. Une prière en l'honneur de feu, Monsieur Price, suivie d'un thé. Même l'inspecteur Graves, essoufflé d'agacement, ne put s'y opposer. Peut-être que cela mettra fin à leur caprice, grommela-t-il, avant d'accepter d'y assister. L'après-midi convenu, la salle se remplit de villageois, silencieux et chuchotants. Le rideau de la petite scène était suspendu, lourd et immobile, comme s'il attendait la reprise du spectacle. Miss Marple était assise tranquillement au premier rang, son tricot sur les genoux. Lorsque le vicaire eut terminé sa brève prière, Miss Marple se leva, s'appuyant légèrement sur sa canne. Sa voix était douce, mais portait clairement à travers la pièce. « Mes chers amis, commença-t-elle, nous avons tous été profondément troublés par les terribles événements qui ont jeté une ombre sur Rose Hill. Monsieur Price est mort, et le pauvre George Atkins est en détention, bien qu'il soit aussi innocent qu'un agneau au printemps. Le véritable meurtrier rôde toujours parmi nous, et je pense qu'il est peut-être temps de lever le voile. » Un frémissement parcourut la salle. L'inspecteur Graves rougit. « Voyez donc, Miss Marple, » commença-t-il, mais elle le fit taire d'une main levée. « Vous vous souvenez, » poursuivit-elle, de la voix mystérieuse derrière le rideau. Ce n'était pas celle de M. Price, mais une voix soigneusement déguisée, une voix entraînée, capable de projeter, de charmer et de déstabiliser. Et vous vous souviendrez aussi des lettres écrites de cette même écriture audacieuse et penchée, destinée à nous réduire au silence par la peur. Elle marqua une pause, scrutant la salle du regard. De telles fioritures, une telle théâtralité, appartiennent à quelqu'un qui vit pour les faits, quelqu'un qui se délecte de la performance. Il y eut un murmure et Madame Harcourt s'agita mal à l'aise sur son siège. Le regard de Miss Marple se posa doucement sur elle. « C'est vous, Madame Harcourt. Vous avez lu en coulisses. Vous avez écrit les menaces. Et c'est vous qui avez réduit Leonard Price au silence, car il avait découvert la vérité sur le domaine Hastings. Il était au courant de vos détournements, de petites sommes au début, mais suffisantes pour ruiner votre réputation. Alors vous l'avez empoisonné, discrètement, en coulisses. » La salle s'exclama. Le visage de Madame Harcourt perdit toute couleur, puis rougit. « Comment osez-vous » s'écria-t-elle. « Absurde. Quelle calomnie !» La voix de Miss Marple resta calme. « Vous n'avez pas pu résister, ma chère. Ni l'excitation d'une scène cachée, ni le drame d'une lettre de menace. C'est la vanité qui vous a trahi. La vanité, et cette légère trace de tabac que vous n'avez pas pu dissimuler. Vous l'appréciez après vos récitals, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Graves fronça les sourcils, incertain, mais les villageois se tournèrent comme un seul homme pour regarder Madame Harcourt. Elle se leva en tremblant. « Il aurait voulu me ruiner, m'exposer à tous. Je ne pouvais pas le supporter. » Ces paroles, à moitié confessionnelles, restèrent suspendues dans le couloir silencieux comme de la fumée. Alors qu'elle hésitait, l'inspecteur Graves s'avança, d'un pas décidé. « C'est tout, madame. Vous venez avec moi. » Madame Harcourt vacilla, puis se laissa retomber sur sa chaise, ses mains tremblant sur ses genoux. Miss Marple s'assit doucement, son tricot à la main. Elle ne souriait pas, mais son regard était doux de pitié. « La pièce est terminée, » murmura-t-elle, et le rideau, enfin, est tombé. Chapitre 14. L'explication silencieuse. Le lendemain matin, Rose Hill était étrangement silencieux. L'arrestation de Madame Harcourt avait plongé le village dans un silence presque plus profond qu'à l'époque des ragots et des spéculations. Les voisins échangeaient des regards, mais parlaient peu. Même les boutiques ouvraient dans un vacarme sourd. L'inspecteur Graves, le visage rouge et troublé, errait comme si l'air lui-même l'accusait de son erreur. Il marmonnait des développements inattendus et des apparences trompeuses, mais personne ne semblait disposé à l'écouter.
C'est Miss Marple que les villageois cherchèrent un à un, impatients de comprendre comment la vérité avait été découverte. Ce soir-là, ils se réunirent donc au salon de la maison de Madame Witherby. Le colonel Appleton, Madame Dakin, Madame Wilkins, pâle et tremblante, le vicaire et sa femme, et plusieurs autres personnes. Miss Marple était assise près du feu, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, et les obligea de ses explications avec sa douceur habituelle, presque en s'excusant. « Voyez-vous, mes chers, commença-t-elle, l'affaire n'a jamais été aussi compliquée qu'elle le paraissait. C'est juste que l'inspecteur Graves cherchait l'évidence, alors qu'un meurtre est rarement évident. Dès le départ, George Atkins ne convenait pas. Il est colérique, certes, mais pas rusé. Le meurtre par empoisonnement, car c'est bien de cela qu'il s'agissait, exige patience, planification et une main sûre. C'est l'arme de ceux qui réfléchissent en silence, pas de ceux qui crient dans les champs. La voix derrière le rideau m'a profondément troublé. Elle était posée, théâtrale, presque professionnelle. Pas le genre de voix qu'on entend dans les affaires courantes d'un village. Et lorsque Madame Harcourt a insisté pour une lecture anonyme, c'était clair. Elle ne pouvait résister à la scène, même cachée. Madame Dakin halta. Mais ces lettres, n'importe qui aurait pu les écrire. Miss Marple inclina la tête. En effet. Pourtant, l'écriture était révélatrice, audacieuse, oblique, trop dramatique pour un avocat habitué à des lignes précises. La même écriture qui s'épanouissait sur les avis de commission et les programmes de théâtre. Madame Harcourt ne pouvait cacher son goût pour le dramatique, même lorsqu'elle menaçait de faire taire. Le colonel Appleton s'éclaircit la gorge. Et le mobile? Qu'est-ce que Price lui avait reproché? La succession Hastings, répondit doucement Miss Marple. Monsieur Price, en tant qu'exécuteur testamentaire, a découvert des anomalies. Madame Harcourt avait, disons, emprunté sur les fonds qu'elle administrait. De petites sommes d'abord, puis plus importantes. Il menaçait de dénoncer les faits, et elle ne supportait pas la honte. À ses yeux, la réputation comptait plus que tout. Elle organisa donc la lecture, une habile diversion, tout en glissant le poison dans son verre pendant l'entr'acte. Madame Anstruder porta la main à ses lèvres. « Et les menaces contre la pauvre Madame Wilkins ?» Miss Marple regarda doucement la femme tremblante. « Parce que vous le saviez, ma chère, sans même vous en rendre compte. Vous aviez reconnu quelque chose dans la voix ce soir-là, quelque chose de familier, des années passées. Madame Harcourt aperçut votre peur et a cherché à l'accroître, de peur que vous ne vous souveniez trop clairement de la vérité. Mais la peur, en fin de compte, a révélé plus qu'elle n'a dissimulé. » Un silence s'installa, tandis que l'explication s'installait entre eux. Le feu crépitait, l'horloge tic-taquait doucement sur la cheminée. Enfin, Madame Dakin prit la parole, la voix basse. « Quand je pense à toutes ces performances, à tout ce spectacle, et c'est la vanité qui l'a trahi. »« Oui, » dit Miss Marple, le regard pensif, « vanité, peur et cupidité. Les plus vieux mobiles du monde, la nature humaine, voyez-vous, est à peu près la même dans un village qu'à Londres, ou n'importe où ailleurs. Seul le décor change. » Dans les semaines qui suivirent, Rose Hill retrouva peu à peu son rythme habituel. Le bureau de poste ouvrit à nouveau à l'heure. Les rires des enfants résonnèrent dans les ruelles, et l'Institut des femmes reprit ses débats sur la marmelade et les courgettes. Pourtant, certaines choses persistaient. Madame Wilkins avait un regard nerveux, le colonel Appleton se faisait plus réservé, et Madame Witherby contemplait souvent le green avec un léger frisson. Miss Marple, quant à elle, s'occupait de son jardin, rendait visite à ses amis et tricotait assidûment au coin du feu. Elle ne recherchait ni remerciements ni triomphe, mais ceux qui la connaissaient le mieux comprenaient que sous sa douceur se cachait un esprit qui voyait plus loin que la plupart. Et quand un après-midi, Madame Witherby fit remarquer que Rose Hill ne reverrait sûrement plus jamais un tel drame, Mademoiselle Marple ne fit que sourire faiblement. « Ma chère, dit-elle, je ne devrais pas en être si sûre, car la vie, comme la scène,
a toujours un rideau qui attend d'être tiré. Chapitre 15. Après le rideau. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Madame Harcourt furent empreintes d'un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. Rose Hill, malgré son apparence inchangée, jardin soigné, banc poli, cliquetis des seaux de lait à l'aube, portait en elle le souvenir des ténèbres. Les gens parlaient d'y moins librement pendant un temps. Les rires dans Rose Hill Arms, l'ambiance était calme, et les réunions de l'Institut des femmes semblaient étrangement tendues, comme si chaque membre craignait qu'on lui rappelle ce qui s'était passé dans la salle des fêtes. Mais peu à peu, à mesure que les jours raccourcissaient en octobre, la vie reprit son cours habituel. Les rideaux étaient tirés pour se protéger du froid, les bouilloires fumaient dans les cuisines bien rangées, et les ragots se tournèrent à nouveau vers des sujets de paroisse. Le sermon du pasteur, l'état du toit de l'école, la perspective de gel sur les chrysanthèmes tardifs. George Atkins revint de Marlécombe, blanchi mais non sans trace d'amertume. Certains voisins l'accueillirent chaleureusement, d'autres avec une gêne maladroite. Il reprit ses travaux des champs avec une vigueur renouvelée, mais ceux qui le connaissaient assez bien disaient que son tempérament, bien que toujours vif, était désormais tempéré par la prudence. La pauvre Madame Wilkins ne retrouva jamais tout à fait son calme. Elle vaquait à ses occupations à la poste, les mains tremblantes, le regard perdu dans l'ombre. Et pourtant, peut-être, se tenait-elle avec un peu plus de dignité qu'auparavant, car elle savait, même si elle l'admettait à peine, que sa voix inquiète avait contribué à la découverte de la vérité. Le colonel Appleton était plus calme, moins véhément. Il parlait moins de discipline et davantage de Rose. Madame Dakin, triomphante dans son cri initial de poison, raconta l'histoire si souvent qu'à Noël, on lui attribua largement le mérite d'avoir résolu l'affaire elle-même. Quant à Miss Marple, elle ne se vantait pas. Elle retourna à son jardin de St. Mary Mead, à son tricot au coin du feu, à ses douces visites chez ses voisins. Lorsqu'on la remerciait, comme elle le fut à maintes reprises, elle se contentait d'un léger sourire d'excuse. « Ce n'était rien, en fait, » murmurait-elle. « Seulement les gens se ressemblent beaucoup, vous savez, que ce soit dans les grandes maisons ou dans les petits villages. La nature humaine se répète sans cesse. Il suffit de remarquer les petites choses. » Et elle retournait à ses aiguilles, ses yeux bleus pétillants devant le motif que personne d'autre ne semblait voir. Lors de sa dernière soirée à Rose Hill, elle traversa de nouveau la pelouse. La salle des fêtes était silencieuse, le rideau tiré, la scène vide. Miss Marple s'arrêta, s'appuyant légèrement sur sa canne, et l'observa un long moment. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle, « qu'un rideau destiné à l'amusement cache tant de tragédies. Et pourtant, c'est peut-être ainsi que fonctionne la vie. Nous jouons notre rôle, nous disons notre texte, et derrière le rideau se cache la vérité. » Sur ce, elle se retourna et retourna lentement vers le cottage de Madame Witherby, les feuilles d'automne craquant sous ses pas. Chapitre 16. Réflexion à St. Mary Mead. C'était fin octobre lorsque Miss Marple rentra chez elle à St. Mary Mead. Le train de Marlécombe traversa la campagne en s'engouffrant dans un bruit de ferraille, longeant des haies dénudées de fleurs, des champs où les dernières récoltes avaient été récoltées. Elle était assise sereinement dans son coin, son sac à tricot à côté d'elle, les yeux rivés sur le paysage avec une satisfaction tranquille. Rose Hill, avec son hall ombragé et son rideau fatal, était déjà derrière elle. Pourtant, elle l'emportait avec elle, non pas sous forme de tragédie, mais comme un autre schéma observé, une autre vérité de la nature humaine discrètement confirmée. St. Mary Mead l'accueillit avec sa gaieté habituelle. Le boucher lui demanda des nouvelles de son voyage. L'épicier glissa une pomme supplémentaire dans son panier, et mademoiselle Hartnell rapporta, avec un certain triomphe, que le chat de Madame Price Ridley avait de nouveau disparu. Tout cela était délicieusement ordinaire, et mademoiselle Marple le savoura comme on siroterait un thé familier et réconfortant. Ce soir-là, dans son salon soigné, elle s'assit de nouveau près du feu, le tic-tac de l'horloge rythmant le cliquetis de ses aiguilles.
Dehors, le vent d'automne agitait les roses trémières, mais à l'intérieur, tout était paisible. Madame Witherby lui avait écrit une lettre de remerciement, pleine d'affection et de gratitude. Mademoiselle Marple avait répondu, comme toujours, avec modestie. « Ce n'était rien, ma chère. Il faut juste remarquer les petits détails. » Tandis qu'elle tricotait, ses pensées erraient vers Madame Harcourt, trahie par sa propre vanité, vers Madame Wilkins, tremblante mais plus courageuse qu'elle ne le croyait, vers George Atkins, apprenant enfin que le tempérament ne sert à rien quand le silence est requis. Tellement pareil, les gens, murmura-t-elle doucement, que ce soit à Rose Hill ou à St. Mary Mead. Petites ambitions, peurs sourdes, jalousie et orgueil, tout cela se joue à l'infini, comme des scènes de théâtre, et il suffit d'observer et d'écouter. Le feu crépitait, une braise glissait dans un léger sifflement. Miss Marple se renversa dans son fauteuil, les yeux brillants et pensifs dans la lueur. La vie à St. Mary Mead continuerait comme toujours. On servirait le thé, on entretiendrait les jardins, on préparerait les fêtes religieuses avec plus de zèle que de succès. Mais quelque part, dans un village qui ne serait pas sans rappeler le sien, un autre rideau surgirait, une autre représentation, une autre vérité à dévoiler. Et quand cela arriverait, Miss Marple serait prête, ses aiguilles à tricoter prêtes, ses yeux bleus perçants, son cœur aussi doux que jamais. Car telle est la nature humaine. Elle se répète sans fin, de manière prévisible, et jamais sans surprise.